Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Marjolaine, si tu veux activer ta caméra. Bonjour. Bonjour. Alors ici, il est 16h55 et voilà, je vais vous expliquer un petit peu, j'ai quelques informations techniques et informations générales à vous transmettre. Donc voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE. Donc je suis Séverine Batter, responsable formation aux éditions Maison des Langues. Et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE animée par Marjolaine Pierret et qui s'intitule Les clés de la pédagogie positive. Aujourd'hui, il s'agit d'une rencontre virtuelle FLE un peu spéciale puisque c'est la rencontre virtuelle FLE de lancement du parcours pédagogique de cette année qui porte donc sur la pédagogie positive. Un parcours pédagogique, c'est quoi? Alors, c'est un parcours en deux temps. Nous avons d'abord deux rencontres virtuelles FLE, donc celle de lancement, hein, la rencontre virtuelle FLE qui nous réunit aujourd'hui. Et nous aurons la semaine prochaine, donc le 30 avril, une rencontre virtuelle FLE animée par Sébastien Devrez qui expliquera comment on applique les concepts de pédagogie positive dans notre offre éditoriale. D'accord? Donc ça, ce sont les deux rencontres virtuelles FLE auxquelles vous vous êtes inscrit gratuitement à celle d'aujourd'hui et vous pourrez également vous inscrire gratuitement à la rencontre virtuelle FLE de la semaine prochaine, donc du mercredi 30 avril. Vous avez dû voir passer une newsletter avec un lien pour vous inscrire sur Eventbrite. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, nous complétons ces rencontres virtuelles FLE par des ateliers virtuels FLE. Alors, l'atelier virtuel FLE est un petit peu différent dans le sens où les ateliers durent 2 heures. On le veut qu'ils soient interactifs et pratiques. Ils sont animés en petits groupes, hein. Vous serez maximum 50 personnes pour les ateliers virtuels FLE. Il est accompagné de tâches à réaliser avant l'atelier virtuel FLE et de tâches à réaliser après la formation. Et tout ce travail donne lieu à un certificat de 3 heures de formation émis par les éditions Maison des Langues. Sachez que dans ce cadre d'intervention, donc les ateliers virtuels FLE, ces derniers sont payants. D'accord? Vous passez aussi par Eventbrite. La seule différence, c'est que vous devez réaliser un paiement de 27,90 € par atelier. Pour compléter donc les deux rencontres virtuelles FLE de ce parcours, vous allez trouver cette année 4 ateliers virtuels. Vous pouvez décider de vous inscrire aux quatre, à un seul, à deux, à trois. C'est vraiment libre à vous de choisir les ateliers que vous aimeriez suivre. D'accord? Par rapport aux dates, vous allez voir qu'on va avoir deux ateliers avant l'été, deux ateliers en automne. D'accord? Le premier atelier aura lieu le 21 mai. Il sera également animé par Marjolaine Pierret et il traitera de la prise en compte et de la gestion des émotions dans la classe de FLE. Soyez attentifs aussi à nos newsletters puisque nous ouvrirons les inscriptions dès le 2 mai. D'accord? Donc, inscription ouverte dès le 2 mai pour le premier atelier en ligne qui aura lieu le 21 mai. Le 18 juin, Marjolaine de nouveau interviendra sur les profils et les personnalités d'apprentissage de nos apprenants. Et ensuite, on passe aux deux sessions d'automne. Il y aura un atelier virtuel animé par Laurence Rogy sur l'apport des neurosciences sur l'apprentissage et un autre atelier animé par Magali Delcombel sur la pédagogie de l'erreur et la gestion des rétroactions. Cette année, nous avons le plaisir de compter sur la collaboration du CAVILAM dans l'élaboration de ce parcours pédagogique, puisque l'ensemble des ateliers sera animé par des formateurs de formateurs du CAVILAM. Et nous nous réjouissons vraiment de cette collaboration cette année. Mais revenons à la session de ce jour. Donc, Marjolaine, si tu veux bien Oui. mettre la diapositive.
Oui. Voilà, juste quelques instructions très rapides. Hein. Le webinaire va commencer à 17 heures. Il est tout juste 17 heures, donc je vais très vite. Cette session est enregistrée, donc vous retrouverez le replay sur notre chaîne YouTube dans une dizaine de jours. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour 50 minutes, 50-55 minutes de présentation par Madame Pierret, et on aura une possibilité d'avoir un petit temps d'échange en fin de session. Donc, pour nous envoyer toutes vos questions, utilisez en bas de vos écrans l'icône questions-réponses. D'accord? Vous cliquez sur l'icône, vous verrez qu'il y a une fenêtre qui apparaît sur votre écran et vous utilisez cet espace pour m'envoyer toutes vos questions. Moi, je les regroupe et en fin de session, on y revient avec Madame Pierret. Sachez aussi que vous allez être sollicité par Marjolaine tout au long de cette intervention. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'icône du chat. D'accord? C'est l'icône avec deux petites bulles là. Donc ici, vous pourrez cliquer à chaque fois que Marjolaine vous demande votre avis ou vous demande de répondre à une question. Bien sûr, essayez de l'utiliser simplement dans ces temps d'interaction, vous serez sollicité. Vos micros et les caméras donc, vont rester fermés pendant la présentation et comme je vous le disais, les certificats et le replay ainsi que le PDF de la présentation vous seront envoyés sous 10 jours. Donc, je vais lancer officiellement cette rencontre virtuelle FLE. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle animée par Marjolaine Pierret et qui s'intitule Les clés de la pédagogie positive. Pendant cette rencontre virtuelle FLE, vous allez découvrir les principes fondamentaux de la pédagogie positive, ses figures inspirantes et ses bénéfices concrets pour la classe de FLE. Formatrice au CAVILA Alliance française, Marjolaine Pierret conçoit et anime des formations pour enseignants sur des thématiques très diverses. Celles-ci portent sur la culture française et francophone, l'intégration des médias en classe, ainsi que sur des approches innovantes de la pédagogie du FLE. Parmi ces spécialités figurent l'utilisation créative de la chanson, l'application de la pédagogie positive en classe, l'enseignement multisensoriel et l'introduction d'activités théâtrales en milieu éducatif. Co-autrice d'un ouvrage sur les techniques pédagogiques pour intégrer le théâtre en classe de FLE, elle contribue également régulièrement à la création de ressources pédagogiques dans le cadre de projets du CAVILA Alliance française, en collaboration notamment avec TV5 Monde, l'Institut français, Radio France Internationale ou encore l'Organisation internationale de la francophonie. Marjolaine, je te laisse donc la parole. Nous nous retrouvons, nous, pour ma part, en fin de session pour un temps d'échange qui sera l'occasion de partager toutes les questions que vous nous aurez envoyées via l'icône questions-réponses. Merci et merci d'avance à Marjolaine. Un plaisir que tu aies accepté d'intervenir pour nous aujourd'hui. Et donc, je te laisse la parole et à tout à l'heure. Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de passer cette heure avec vous. Je suis vachement émue aussi de voir que vous venez de partout en fait, même s'il y a les pompiers qui passent. Tout va bien, c'est pas pour chez nous. Voilà, donc je suis émue de voir que même à distance, en fait, depuis des contextes différents, on se retrouve nombreux et nombreuses à avoir envie de faire évoluer nos pratiques. Donc ça fait chaud au cœur. Alors, pour moi, ce webinaire, ça va être l'occasion de vous présenter une approche pédagogique qui m'accompagne au quotidien et que j'ai à cœur de partager avec vous, donc la pédagogie positive. Donc, l'objectif, ce sera de présenter cette approche et de voir comment elle peut résonner concrètement dans nos salles de classe. Donc, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre curiosité. Et puis, donc, je vais vous présenter un petit peu le sommaire. Alors voilà comment ça va se dérouler. Il y aura bien sûr une introduction et puis une conclusion à la fin. Mais entre les deux, le cœur du webinaire, il va être consacré à la découverte des 7 principes fondamentaux de la pédagogie positive. Et pour cela, en fait, alors c'est pour moi les piliers importants, mais je voulais pas vous les dévoiler tout de suite. Donc voilà, je vais vous les présenter au fur et à mesure sans les dévoiler là dans mon sommaire pour garder un petit peu de surprise et de rythme dans le parcours. Donc, voilà pourquoi je les ai mis sous forme de petits symboles comme ça un peu énigmatiques. Sachez qu'à la fin, pour qu'en guise de conclusion, je vous proposerai un petit jeu, un petit quiz autour de ce qu'on aura vu ensemble. Donc, si vous avez envie de participer, soyez attentifs, notamment aux mots-clés qui peuvent symboliser ces 7 principes fondamentaux.
Allez, on y va. Donc, j'introduis tout ça avec une petite sollicitation de votre part. On va essayer de définir ensemble ce qu'est la pédagogie positive. Et donc, je vais vous demander des mots pour le dire. Et donc là, c'est le moment où vous pourrez un petit peu aller dans le chat pour participer. Si je vous dis la pédagogie positive, à quoi est-ce que vous pensez? Quels sont les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc, je veux bien. Ah, ben voilà, vous êtes super réactifs, c'est génial. Il y a beaucoup de mots qui, mais quelle participation! C'est génial. Effectivement, tous ces mots-là me parlent, c'est très très riche. Ouais, 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 je vois que vous voyez déjà bien de quoi on parle. Alors probablement qu'il y a beaucoup de mots qui vont se retrouver dans le petit nuage de mots que je vous propose et que j'ai construit en fait à partir de mon expérience et aussi de tout ce qu'on retrouve dans les écrits à ce sujet-là. Donc voilà, c'est tout ça, la pédagogie positive, regroupée dans ce petit nuage de mots. Euh, En fait, ce qui est un petit peu difficile, c'est de donner une définition de la pédagogie positive parce qu'en fait, c'est pas une seule théorie. Elle n'a pas été proposée par une seule personne. Ouais, vous pouvez continuer de mettre des mots, c'est agréable, mais en tout cas, moi, je continue. Euh, oui, elle n'a pas été proposée par une seule personne, hein. En fait, c'est plutôt un regard, un courant sur notre apprentissage qui a été construit par plein de principes communs. Et donc, on retrouve des concepts qui sont issus de la psychologie, des sciences de l'éducation aussi, des neurosciences, que ce soit les neurosciences cognitives, mais les neurosciences affectives et sociales aussi, et puis des concepts qui viennent aussi de la communication non violente. Peut-être que vous connaissez, on y reviendra. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de résumer tout ça en une seule phrase, et moi je préfère qu'on découvre cette approche progressivement à travers les 7 grands principes que je vais vous présenter. Alors, pour terminer mon introduction, c'est vrai que pour construire tout ça, là, je me suis appuyée sur des lectures, sur des formations, sur mon expérience, mais aussi beaucoup sur des figures inspirantes. Et je voudrais vous en présenter pardon, quelques-unes brièvement. C'est vraiment celles qui ont marqué ma réflexion, en tout cas. Donc d'abord, je vais vous parler rapidement de Martin Seligman, peut-être que certains le connaissent. C'est un psychologue américain et c'est le fondateur de la psychologie positive. Il a montré qu'au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui n'allait pas, on pouvait aussi s'appuyer sur les forces, les émotions positives et pour justement favoriser l'épanouissement et la réussite. Il y a aussi une autre américaine qui s'appelle Jen Nelson. Alors, elle est psychologue, elle aussi, elle est éducatrice et elle est aussi une maman de 7 enfants. Donc, je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous apporter, hein. Et donc, elle est à l'origine de la discipline positive. Donc, la discipline positive, c'est une approche qui vise à encadrer l'enfant avec 2 mots-clés, la fermeté et la bienveillance à la fois, parce que souvent, quand on pense pédagogie positive ou discipline positive, on a tendance à imaginer que ça sera avec peut-être beaucoup de laxisme. C'est pas ça, hein. Il y a quand même cette idée de cadre et de fermeté. Ensuite, on va parler aussi, enfin, on peut évoquer en tout cas Philippe Mérieux, on revient en France, puisque c'est un Français, un chercheur et un essayiste. Alors lui, sa spécialité, c'est vraiment les sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il a beaucoup écrit sur la posture de l'enseignant et il insiste sur le fait que quand qu'on n'enseigne pas juste à des cerveaux, mais à des personnes et que la relation éducative, elle est au cœur de l'apprentissage. Donc c'est important. Je vais vous parler d'une autre personne française, Catherine Guéguen, peut-être que vous la connaissez. Elle est pédiatre, elle est formée aux neurosciences affectives et sociales et elle montre l'importance des émotions, du lien et de la bienveillance dans le développement de l'enfant. Donc, les travaux de Catherine Guéguen nous rappellent en fait que la qualité du climat relationnel, il a un vrai impact sur les capacités d'apprentissage de nos apprenants. On revient un petit peu aux États-Unis avec Marshall Rosenberg, peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous le connaissent, c'est le créateur de la communication non violente. Donc la communication non violente, la CNV, c'est une méthode pour mieux comprendre les besoins de l'autre et pouvoir aussi exprimer les siens de manière voilà, pacifiste et créer une relation basée sur l'écoute et l'empathie. C'est des petits stages qu'on peut suivre sur des temps de week-end, par exemple. Et moi, je trouve que c'est vraiment un outil très, très précieux. Alors, pour l'école, pour nos relations avec nos apprenants, mais aussi dans la vie de tous les jours, finalement, hein, ou avec notre hiérarchie. Enfin, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de suivre ce genre de stage, c'est vraiment très enrichissant. Je poursuis avec Céline Alvarez. Peut-être que certains la connaissent. C'est une Française. Donc, Céline Alvarez, c'est une pédagogue qui a mené une expérimentation
une école qui était placée en zone d'éducation prioritaire. Donc en France, ça veut dire une école un petit peu en difficulté. Et donc, elle a eu la possibilité de mener une expérimentation qui a donné des résultats assez phénoménaux. Donc, de tout ça, elle a écrit un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Et en fait, elle s'appuie alors à la fois sur le côté, c'est une approche en fait qui est fondée sur la liberté, sur la manipulation concrète, sur le respect du rythme de chacun. Donc tout ça, ça nous parle un petit peu de Maria Montessori par exemple ou de Célestin Freinet, donc de ces approches-là. Mais elle s'appuie en plus sur tout ce que nous a apporté la connaissance des neurosciences. Donc c'est intéressant d'aller la lire. Et puis alors, par exemple, Céline Alvarez ou Catherine Guéguen, on peut retrouver beaucoup de vidéos sur YouTube, d'aller les voir en conférence ou en TEDx, par exemple. C'est très intéressant et très facile d'accès. Je termine par Howard Gardner, qui est un psychologue américain. Et lui, peut-être que vous le connaissez, il est connu pour avoir mis en place la théorie des intelligences multiples. Alors, ça ne remonte pas à hier, parce que c'était dans les années 80 et puis ensuite 90. Donc, lui, il propose de dépasser la vision un petit peu traditionnelle qu'on a de l'intelligence pour reconnaître que finalement, chacun apprend différemment et que la diversité des talents, bah, elle doit être valorisée dans la classe. Alors voilà, j'ai choisi ces sept-là, mais en fait, il y en a encore plein d'autres. Vous voyez, je mets plein de petits points de suspension parce que vraiment, et je me nourris encore de tas de personnes qui sont inspirantes comme ça et qui apportent beaucoup à toutes les valeurs de la pédagogie positive. Mais finalement, le point commun à tout ça, c'est vraiment l'idée que ils convergent tous vers l'idée qu'il faut mettre l'élève au centre de l'apprentissage dans un cadre respectueux, encourageant et porteur. Ça pourrait être finalement un petit peu ça, la définition de la pédagogie positive. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. On va passer à nos 7 principes fondamentaux et notamment au premier. Alors, le premier principe, je ne vous le fais pas deviner, je vais vous donner un petit peu les choses au départ, puis après, je vous solliciterai. Le premier principe, c'est l'idée qu'il va falloir répondre aux besoins de reconnaissance et d'appartenance de nos apprenants. Alors, ces deux besoins-là, ce pas des besoins spécifiques à l'élève, hein, c'est des besoins fondamentaux qu'on a tous, tout être humain. Et ils sont importants, on va les définir un petit peu ensemble, peut-être que vous ne les connaissez pas. C'est Maslow qui en a parlé dans sa fameuse pyramide des besoins fondamentaux. Alors, le besoin de reconnaissance, c'est l'idée de se sentir vu et entendu dans sa singularité. Donc, pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait, pour ce qu'on apporte aux autres. Donc, voilà, d'être identifié dans son côté unique. Et puis, le besoin d'appartenance, lui, c'est plutôt l'idée de se sentir intégré dans un groupe, de sentir que on est accepté, qu'on a une place et qu'on compte aussi pour les autres. Donc voilà, donc ça c'est important. Ils sont étroitement liés, ces deux besoins, et quand ils sont comblés, eh bien, ils offrent un cadre sécurisant qui débloque beaucoup de choses pour l'élève dans sa posture et qui lui permet de pouvoir apprendre dans de bien meilleures conditions. Donc, nous, pour y répondre, qu'est-ce qu'on peut faire ça peut être déjà des choses toutes simples, comme par exemple des regards bienveillants, le fait de pouvoir nommer nos élèves plutôt que de dire oui, toi là-bas avec le pull rouge et les lunettes au fond, de pouvoir dire voilà, Sébastien, c'est à toi que je veux donner la parole, ou bien avec des petits mots aussi d'encouragement, on y reviendra plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est dans toute cette posture-là qu'effectivement, on peut répondre à ces deux besoins, mais de manière un petit peu plus structurée, ça peut être aussi en proposant des activités de brise-glace, par exemple, ou des activités de cohésion, quand on commence avec un groupe en début de session ou en début de cycle. Donc, ça peut être effectivement ce genre de petites choses-là. Parfois, on a tendance à se dire qu'on va perdre un petit peu de temps sur notre programme si on prend du temps pour des activités de brise-glace, mais en fait, elles sont très, très importantes puisqu'on prépare en fait le terreau pour après pouvoir travailler vraiment correctement avec nos apprenants. Et puis, tout au long de l'année, en fait, ça peut être aussi en multipliant les travaux de groupe ou bien des projets aussi qui vont renforcer le lien entre nos apprenants et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble en apportant chacun sa singularité. Je vous propose une petite activité pour illustrer tout ça. C'est une activité que j'adore faire et que je fais tout le temps parce qu'en plus, elle permet de vraiment garder le prénom de tout le monde en mémoire et ça, c'est magique. Alors voilà, comment elle se présente, cette activité. On se met tous en cercle
dans la classe. Et le cercle, il est important parce qu'il va symboliser l'idée que voilà qu'on est un groupe et que chacun a sa place dans le groupe. Donc ça, c'est important. Nous, le prof aussi, hein, on est dans le cercle. Et puis, en fait, on va se présenter en disant bonjour, puis en disant notre prénom. Et on va ajouter une petite phrase qui va être un moyen mémotechnique pour que chacun puisse mémoriser notre prénom. Donc, ça peut être, par exemple, moi qui vais me présenter en premier en disant, voilà, bonjour, je m'appelle Marjolaine et j'aime manger des mangues et je n'aime pas masser les mollets, par exemple. Donc là, on voit bien, et je l'ai symbolisé avec mes petites lettres en gras, que je vais ajouter des choses en fait qui commencent par la même lettre que mon prénom. Donc ça, ça peut être une proposition. Et puis, on va passer la parole à quelqu'un, alors peut-être en lançant une balle, hein, comme on le fait souvent dans les cercles de parole. Et puis, ben, cette personne-là, elle va répéter pour moi. Donc, par exemple, c'est peut-être Paolo qui va prendre la parole et qui va dire, voilà, bonjour, elle s'appelle Marjolaine, elle aime manger des mangues, elle aime pas masser les mollets. Et puis, moi, je suis Paolo et j'aime plaire aux personnes, mais je n'aime pas me perdre à Paris. Donc, voilà, un exemple. Alors, c'est un exemple très poussé, hein, peut-être qu'on sera avec une classe d'un niveau un petit peu élevé, mais on peut faire quelque chose de bien plus court. On peut dire, voilà, bonjour, je m'appelle Marjolaine et j'aime Madrid. Et puis Paolo, lui, il aimera Paris, par exemple. Ou alors Samir, il aimera les spaghettis. On pourra aussi utiliser une autre formule que j'aime. Hein. Ça peut être, je m'appelle Samir et je suis super sportif. Voilà. Donc, à vous de l'adapter. Mais en tout cas, c'est un petit moment qui va créer du lien, qui va créer du lien affectif avec le prénom, qui va laisser une image mentale, qui va permettre voilà, une petite émotion. On va s'amuser avec ce qui sera proposé. Donc, c'est une activité qui fonctionne bien. Je l'expérimente depuis beaucoup de temps et vraiment, c'est toujours c'est magique parce qu'à à la fin, en fait, alors on répète pour la personne qui précède, mais on n'est pas obligé de répéter pour toutes les personnes du cercle parce que sinon, ça va faire un petit peu long. Et donc, voilà. Donc, ce premier principe, voilà, il nous rappelle une chose essentielle, c'est qu'avant d'enseigner, il faut savoir accueillir. Il y a Marshall Rosenberg qui disait qu'il fallait se connecter avant d'enseigner. Il disait connect before correct. Mais ça, c'est vrai, c'est important. Donc c'est le début de la pédagogie positive. C'est une des premières choses qui est importante. Tout va bien jusque-là? Je vous ai pas perdu parce que je me sens un petit peu toute seule hein, en mode webinaire. Donc, si vous me dites que tout va bien, c'est bien dans le chat. Oui, il y a quelqu'un qui me dit ça va et tout va bien. Merci. Allez, on enchaîne. On va passer au deuxième principe. Merci pour vos retours. Et je me sens moins seule. Le deuxième principe. Alors, ah oui, j'ai oublié mon petit truc, c'était trop mignon ça aussi. C'est mes petits doigts. Alors voilà, c'est l'idée d'accueillir tout le monde dans sa singularité. Et puis, alors, ce que j'adore faire, j'ai oublié que j'avais prévu de vous montrer ça, c'est le petit cœur, le petit nuage de prénoms. J'aime bien faire ça et l'afficher dans la classe. Donc, un petit nuage de mots avec tous les prénoms de la classe pour sentir qu'effectivement, on est un groupe, on est tous ensemble, mais chacun avec notre singularité. Allez, on passe au deuxième principe. Le deuxième principe, il est important aussi. Il va effectivement, ça va être l'idée de nourrir l'estime de soi et la confiance en soi. Et souvent, on a tendance à associer ces deux notions-là, mais elles sont un petit peu différentes. Donc, la confiance en soi, c'est plutôt l'idée de l'action hein, qui est liée à l'action. C'est l'idée de, on va se sentir capable de faire quelque chose, on va oser, on va prendre des initiatives. Et puis l'estime de soi, c'est peut-être plus profond finalement. C'est lié à l'image qu'on a de soi-même, à la valeur qu'on se reconnaît. Alors, pourquoi c'est important en classe? Parce que on sait que quand on a confiance, un élève qui a confiance, il va participer, il va essayer, il va poser des questions, il va se donner du mal. Alors un élève qui doute, ben, peut-être qu'il va se sentir peut-être plus dans la retenue, il va éviter de se mettre en danger, il va peut-être se comparer aussi aux autres et peut-être aussi se décourager. Donc, cette confiance et cette estime de soi, elles sont vraiment importantes. Elles sont pas innées, hein, elles se cultivent tout au long de la vie, et notamment dans l'enfance, mais vraiment tout au long de la vie, on peut comme ça la forger. Et elles se construisent surtout dans le regard de l'autre. Et donc, c'est là où ça va devenir intéressant pour nous parce qu'elles se construisent aussi dans le regard de l'enseignant. Et on parle ici d'effet Pygmalion. Peut-être que vous connaissez cet effet-là, ce concept-là.
Alors, l'effet Pygmalion, si je dois l'expliquer rapidement, déjà, il a été étudié il y a très longtemps. C'est lors d'une expérimentation dans les années 60 aux États-Unis, avec Rosenthal et Jacobson, qui ont mené une expérience dans une salle de classe. En fait, ils ont fait croire à des profs que dans leur classe, il y avait des élèves, certains, qui avaient été identifiés lors d'un test de QI, comme des élèves avec vraiment un fort potentiel, ce qui n'était pas vrai, hein. Ils avaient pris des élèves au hasard. Et donc, ils ont laissé penser ça aux professeurs et ils sont revenus à la fin de l'année refaire des tests cette fois et ils ont pu constater qu'effectivement, les élèves qui avaient été de manière aléatoire identifiés comme avec un fort potentiel, et ben finalement, ils avaient progressé davantage que les autres. Alors, pas de manière, c'était pas 25% de plus, mais c'était quand même une petite progression. Alors, on pourrait se demander pourquoi. Eh bien, en fait, c'est parce que les enseignants croyant que ces élèves-là avaient un fort potentiel, les ont probablement regardés de manière différente et encouragés peut-être davantage. Et peut-être qu'ils ont eu aussi des attentes plus ambitieuses pour eux. Et donc, bah, ça les a stimulés davantage et effectivement, ils ont plus progressé. On parle d'effet Pygmalion, mais aussi de prophétie autoréalisatrice. Peut-être vous avez entendu parler de ça comme ça. Donc, on pourrait la résumer en disant que c'est que les attentes que l'on a envers quelqu'un, elles vont influencer inconsciemment son comportement et ses résultats. Donc, si les attentes sont positives, ben, ça va générer des meilleures performances, mais à l'inverse, si les attentes sont faibles ou négatives, ben, ça va conduire à des moins bons résultats. Donc, concrètement, comment ça se traduit pour nos élèves? Ben, c'est-à-dire que l'élève, il va intérioriser ce regard qu'on a sur lui. Donc, s'il se sent perçu comme capable, il va développer sa confiance. Mais si on lui renvoie sans cesse qu'il est un élève un peu moyen ou un peu lent ou qu'il a des difficultés, ben, il risque de se conformer à cette étiquette qu'on va lui mettre. Donc vraiment, nous, il faut vraiment qu'on fasse attention à notre manière de parler et de regarder et dans notre posture qu'on a vis-à-vis de nos élèves. Alors, il y a des mots, parfois des phrases qu'on dit comme ça sans vraiment les réfléchir ou les penser à l'avance. Et peut-être que ces phrases-là, elles peuvent freiner ou figer en tout cas la progression de nos élèves. Et à l'inverse, il y a peut-être des phrases qui encouragent et qui renforcent. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite activité, enfin pas activité, mais qu'on fasse une petite expérimentation ensemble. Je vais vous proposer des phrases, pardon, et vous allez me dire ce que vous pensez. Alors, je veux bien que vous me mettiez un petit V si vous pensez qu'on garde, et une petite croix si vous pensez que c'est plutôt à éviter ce genre de phrase et que peut-être on peut la transformer pour la formuler autrement. Alors, on va les prendre au fur et à mesure ensemble, hein, pas forcément tout de suite sur le chat. La première, je vais vous les montrer avec la souris. Est-ce que vous voyez ma petite souris? Parce que je ne les ai pas forcément classées. Donc, la première phrase, ce serait celle-là. Je sais que tu peux le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on pense que ce n'est pas une phrase qui va forcément encourager? Ouh, je vois plein de V, le V de la victoire. Oui, celle-là, on va effectivement la garder parce qu'elle montre à l'élève, ben oui, on croit en lui, on sait, on a confiance et donc on sait qu'il va pouvoir faire l'activité. Donc, on garde ce genre de phrase. La suivante, si je dis à un de mes élèves, tu es lent, ou si c'est une fille, je peux lui dire, tu es lente. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas? Alors là, non, vous me dites non, non, on garde pas, effectivement, parce que ça va être un petit peu jugeant, hein, si on lui dit ça comme ça, même si c'est peut-être la réalité des choses, peut-être qu'elle met plus de temps, mais on va essayer de le formuler autrement. Parce que ce que l'élève va entendre, si on lui dit tu es lent, ben, il va se dire, voilà, ben, moi je suis lent, je suis moins bon que les autres sont plus rapides, et puis ben, du coup, je suis lent, c'est comme ça, je peux rien y faire, ben voilà. Alors, si on lui dit plutôt, bah, toi, tu as besoin de plus de temps pour comprendre et tu prends ton temps et c'est bien, c'est important, tu avances à ton rythme et c'est OK. Bah, ça sera moins jugeant. Et puis peut-être que pour cet élève-là, justement, on va prévoir de peut-être lui donner un exercice en moins ou en tout cas de lui dire, voilà, pense de bien commencer tout de suite parce que tu sais que toi, tu as besoin de plus de temps. Voilà, ça sera moins jugeant. Allez, on continue. Une autre phrase. Tu n'as pas la bosse des maths. Alors déjà, je ne sais pas si vous connaissez tous cette expression-là. Alors, on ne va pas le dire dans nos classes de fleuve, bien sûr, mais c'est un exemple, hein. La bosse des maths, c'est parce qu'à une époque, on croyait que le crâne humain, la structure du crâne reflétait les capacités, les compétences intellectuelles. Donc peut-être qu'il y avait un endroit qui était plus développé, on avait une bosse des maths. Bon, bref, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas? Non, je vois que vous ne voulez pas garder la bosse des maths. Et bien, effectivement, on ne va pas la garder parce que c'est pareil, ça va être un petit peu jugeant. L'étudiant va se dire bon bah les maths c'est pas pour moi, je suis nul, je pourrais jamais y arriver donc c'est moi, c'est mort. On va plutôt reformuler, on pourra dire par exemple bah toi tu as besoin de plus de temps et de pratique pour les maths, mais tu vas progresser si tu t'entraînes et puis avec des stratégies tu peux tout à fait y arriver. Donc voilà.
Une suivante, ce sera tu es capable d'y arriver, même si c'est difficile. On garde ou on garde pas? C'est bien, on est tous d'accord, on garde. On garde. On garde parce que là, on reconnaît la difficulté peut-être de l'exercice ou de l'activité, mais on a confiance encore une fois et on encourage, on donne confiance à l'élève, on croit en lui et donc lui aussi il va y croire. On continue avec la phrase tu es bavarde. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise au féminin, parce qu'il y a bien des garçons aussi qui sont bavards. Est-ce qu'on garde pas? Il y en a qui veulent garder. Non, 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 vous me dites que non, on garde pas. On garde pas, tu es bavarde, parce qu'effectivement, ça va être jugeant, mais on va reformuler, on va pouvoir dire, par exemple, bah, toi, tu as souvent envie de t'exprimer, et c'est une qualité, mais on va essayer de voir ensemble comment et quand canaliser ça pour que ça soit voilà, au bon moment, parce que c'est pas toujours le bon moment de se mettre à parler. Donc voilà, c'est de reformuler. Allez, la dernière, là, c'est un petit, pas un piège, mais tu es doué, tu réussiras forcément. On garde ou on garde pas? Alors, je vois des Voilà, ben, c'est bien ce que j'imaginais. Il y en a qui me mettent les deux, et c'est vrai. Moi, j'ai mis les deux. J'ai mis qu'on garde, mais en même temps, on garde pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'idée quand même que c'est une petite injonction à réussir tout le temps. Hein, ça veut dire, l'élève, il va se dire, bah, j'ai pas le droit à l'erreur, en fait. Si j'échoue, bah, je vais décevoir mon prof parce que je suis censée toujours réussir. Alors peut-être qu'on pourra reformuler en disant, voilà, toi, tu as des facilités, mais ce qui fait que tu réussis bien, c'est aussi parce que tu t'impliques, et c'est ton implication qui fait la différence. Donc continue à t'investir comme tu le fais, c'est bien, mais voilà, peut-être que ça sera moins stressant, et il y aura une moins grande injonction. Bon, alors, avec tous ces exemples, on voit qu'en fait, le regard qu'on pose sur un élève, ça peut devenir soit un miroir déformant, soit un tremplin. Donc, c'est vraiment important et c'est à nous de vraiment faire attention. Alors, c'était pas pour culpabiliser, hein, si vous utilisez ce genre de phrase, c'est OK, on le fait, et puis des fois, c'est un petit peu spontané, mais déjà de prendre un petit peu conscience que nos mots ont une vraie importance et un vrai impact sur nos élèves, c'est bien. Une dernière chose à propos du fait de nourrir l'estime de soi et de la confiance, je vais d'abord vous parler, alors il faut que je me remette là pour que ça défile, voilà. Je vais vous parler des 24 forces de caractère de Martin Seligman dont je parlais tout à l'heure. Alors il a fait un travail avec Christopher Peterson donc, sur ces 24 forces de caractère que l'on a tous en nous, hein, c'est des traits positifs que chacun a en soi et peut développer, qu'on a tous à différents degrés en tout cas. Ça a rien à voir avec les résultats scolaires, hein, c'est des choses que nous manifestons dans nos comportements, dans nos choix ou dans nos relations aux autres. Et ça met en lumière en fait ce qu'on a déjà comme force. Donc ça, c'est les 24 forces. Je vous laisserai prendre le temps de les regarder et puis peut-être d'aller voir d'autres choses à ce sujet si vous ne connaissiez pas. Mais je vais vous dire un petit peu moi ce que j'en fais, ces 24 forces. Je les utilise sous forme de cartes à jouer. Alors les cartes, vous pourrez les retrouver sur cette petite adresse-là. Elles sont téléchargeables. Alors, il y a les 24 forces, bien sûr. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, à chaque fois, elles sont recto verso. Donc, par exemple, la force de la gentillesse, sur le verso, vous pouvez voir la petite description de la carte en question. Alors, j'en ai pris une petite poignée là, je vais vous les montrer. Donc, par exemple, l'humour, par exemple, la justice, encore la persévérance ou encore le pardon. Donc ça, c'est des cartes que je dispose donc sur la table quand je suis avec mes élèves. Et puis, on fait une petite activité où je vais leur demander d'aller prendre une carte et d'aller l'offrir à quelqu'un, en fait, à un de leurs camarades, d'aller l'offrir pour lui dire que ben, il reconnaît chez lui ou chez elle cette force-là, et puis d'expliciter un petit peu dans quel contexte, dans quelle situation il ou elle a montré cette force. Donc, par exemple, peut-être que moi, je vais prendre la carte de la coopération et puis je vais aller voir le fameux Sébastien là au fond de la classe en lui disant, voilà, je t'offre la carte de la coopération parce que tu m'as aidé à finir mon exercice hier et donc je t'en remercie. Donc voilà. Puis peut-être que je peux en prendre une autre et l'offrir cette fois à Séverine et lui dire voilà, je t'offre la carte de l'humour, Séverine, parce que je te remercie. Tu réussis toujours à nous faire sourire, même quand on est un peu fatigué ou stressé. Voilà. Donc c'est des petites choses, mais c'est un petit moment quand même qui est important dans la classe parce que chacun va apprendre à voir et à reconnaître le positif chez l'autre et en même temps à recevoir aussi un regard bienveillant sur soi. Et ça, bah, ça nourrit à fond l'estime de soi et la confiance. Donc, c'est des petits moments comme ça de classe qui sont importants aussi pour la cohésion. Donc, voilà, si vous avez envie de proposer ça à vos élèves, c'est tout à fait envisageable. On peut les proposer régulièrement, hein. Et puis, bah, ça implique plein de français, plein de linguistique. Donc, c'est toujours bien pour nous.
Voilà, voilà, et ça permet effectivement de sortir aussi de ces étiquettes habituelles qu'on peut avoir. On peut se dire, bah tiens, moi je pensais pas qu'on pouvait me reconnaître le fait d'être, je sais pas moi, coopérative ou d'avoir de l'humour, par exemple. Tout va bien. Normalement, c'est le moment où vous êtes un petit peu en baisse d'attention, parce que souvent on est attentif une vingtaine de minutes, puis après on est en baisse. Donc, n'hésitez pas à vous lever, à bouger un petit peu chez vous pour retrouver de l'énergie et continuer d'être attentif et attentive à ce que je vais vous raconter. On passe au troisième principe, et celui-là, je vais vous le faire deviner. Donc, c'est le moment d'utiliser le chat. Il y en a qui me disent qu'ils ne perdent pas leur attention, ça me fait bien plaisir. Alors, vous essayez de deviner de quel principe on pourrait parler avec ces images-là. Si je vous montre toutes ces petites photos-là, ce que peut s'agir, enfin, de quoi il peut s'agir, de quel principe il peut s'agir. Alors, j'ai mis beaucoup d'images d'enfants ou d'ados, mais ça peut être aussi avec les adultes, ça marche tout pareil. Qu'est-ce que vous me dites? Ouais, vous êtes trop, trop fort. Exactement. Le principe ici, ça va être de prendre en compte les émotions. C'est le troisième principe. Après, Séverine vous a mis un petit peu sur la voie parce qu'elle vous a parlé des ateliers virtuels, mais vous êtes quand même très fort. Exactement. Donc, on va parler de la prise en compte des émotions dans la classe. Alors, celles de nos élèves, mais aussi des nôtres, parce que nous aussi, hein, on a des émotions quand on arrive en classe. Nos élèves, on l'a dit, hein, c'est pas juste des simples cerveaux qu'on vient remplir d'un savoir, mais c'est des personnes entières avec des émotions et des besoins et tout un vécu. Il y a un drôle de bruit dans ma salle, mais j'espère que ça ne gêne pas le fait de m'écouter. Donc, on va essayer d'abord d'accueillir les émotions, les nôtres et celles de nos élèves. Donc, ne pas les nier, ne pas les minimiser. Non, tout va bien. Alors, on va pouvoir aussi les expliciter, hein, mettre des mots sur ces émotions à l'aide, par exemple, de cartes. Je vous montrerai tout à l'heure une petite activité. Euh, Parce que quand on nomme quelque chose, bah, ça permet déjà de mieux comprendre et peut-être d'apprivoiser aussi. Et puis, bah, nous, on va essayer de les utiliser aussi dans la classe. Alors, ça pourrait être avec une activité comme celle que je vais vous montrer tout à l'heure, mais ça peut être aussi s'appuyer sur l'émotion pour donner du sens, hein, ou créer du lien, ou favoriser l'engagement de nos apprenants. Alors, ça peut être par exemple un sujet qui touche en particulier certaines personnes, un sujet qu'on va proposer, ou bien une chanson qu'on écoute dans la classe et puis qui va susciter le rire ou la tristesse peut-être, ou en tout cas qui va toucher une émotion particulière ou faire réfléchir. Donc voilà, donc ça va être tout ça qu'on va essayer de prendre en compte au fur et à mesure de la vie de la classe. Les émotions, c'est aussi en fait apprendre à mieux se connaître parce que effectivement, souvent, on a du mal à identifier qu'est-ce qui se passe en nous. Donc, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de développer nos compétences sociales et émotionnelles. Et ça, c'est important que ça soit pour les enfants, les ados, mais aussi pour les adultes, hein. C'est un travail de toute une vie d'apprendre à se connaître. Alors, les compétences émotionnelles et sociales, c'est par exemple la capacité d'écoute, la régulation, l'expression de soi. Donc, c'est des choses qui sont importantes. J'avais oublié mon petit visuel. Et donc, ça découle tout naturellement vers une autre chose, et c'est celle de mieux connaître les autres. Et donc, on va développer comme ça l'empathie. L'empathie, je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre sans forcément le juger ou l'approuver, mais en tout cas, chercher à comprendre ce qu'il vit. Et là-dessus, donc, il y a plein de super activités à faire et qui impliquent le français, la langue, donc c'est chouette. Je précise d'ailleurs qu'on reviendra sur ce troisième principe, donc le 21 mai. On verra en détail si vous vous inscrivez à l'atelier et si on se retrouve à ce moment-là. Plein d'activités pour voir comment les prendre en compte. Alors, les émotions, ce ne sont pas des petites choses, hein, elles influencent directement le processus cognitif, par exemple l'attention, la mémorisation et puis aussi la motivation de nos étudiants. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important à ne pas nier. Par exemple, un élève stressé, un élève inquiet ou un élève en colère, eh ben, en fait, on sait qu'il ne va pas être disponible pour apprendre parce que son cerveau, il va être en alerte et il va sécréter du cortisol. Et puis, le cortisol, on sait aussi, grâce aux neurosciences, que ça va bloquer en fait certaines fonctions cognitives et donc ça va pas permettre à notre élève d'apprendre. Donc, c'est à prendre en compte, à, il faut s'inquiéter de ça. À l'inverse, un élève qui se sent en sécurité émotionnelle, eh ben, il apprend mieux, il ose peut-être plus, il est plus curieux et il prend du plaisir à apprendre. Je dirais pour conclure que oui, voilà, en tout cas, tous les travaux autour des neurosciences nous montrent bien que les émotions sont indissociables des processus cognitifs. Euh,
petite chose en plus, je dirais aussi que l'émotion, elle peut donner du sens et qu'on retient mieux ce qui nous touche et ce qui nous fait vibrer. Et que quand il y a une résonance émotionnelle pour nous, ben, effectivement, ça va rester plus en nous. Donc, c'est important aussi de penser à ça comme allié de notre apprentissage, de notre enseignement. Euh, je vous ai parlé du 21 mai, ça c'est bon. Je vous donne des petites idées maintenant. Alors voilà, moi j'ai encore des cartes, j'adore les cartes. Celles-là, elles ne sont pas à télécharger, il faut les acheter. Bon, alors après, vous pouvez en trouver de différentes sortes. Moi j'ai choisi celles-là, je les adore. C'est des petites cartes d'émotion. Alors là, je vous en ai pris quelques-unes, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Alors je les choisis aussi, enfin je les sélectionne, je les utilise pas toutes parce que j'adapte au niveau de français de ma classe. Mais je vais les disposer comme ça sur la table. Alors, il y en a une qui est en plus, il y en a une bonus qui s'appelle Je ne veux pas dire comment je me sens. Mais donc, sinon, on choisit la carte qui correspond à notre météo intérieure du jour. Donc, ma question, c'est comment te sens-tu aujourd'hui et pourquoi? Donc, ça, c'est l'activité que je propose à ma classe. Donc, ils vont aller piocher une carte et puis après, on va tour à tour expliquer chacun pourquoi on a choisi cette carte-là et comment on se sent et pourquoi. Donc, ça peut être une activité, moi, je la fais souvent avec des groupes d'adultes et ça marche très bien. J'aime bien la faire, par exemple, en début de semaine, quand on se retrouve après le week-end, parce qu'on va pouvoir s'appuyer justement sur qu'est-ce qu'on a fait ce week-end, pourquoi je me sens comme ça, bah, parce que ce week-end, j'ai fait telle ou telle chose. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'utiliser le passé composé, l'imparfait, le truc qui nous obsède un petit peu, nous les profs. Ça peut être aussi en fin de cycle où on pourra faire un bilan émotionnel de ce qu'on a pu vivre ensemble. Ça, c'est chouette aussi. Souvent, il y a plein de choses qui émergent, ça crée une émotion, c'est aussi l'occasion de se remercier ou de se dire au revoir. Enfin voilà. Et puis ça peut être par exemple aussi avant un examen ou une évaluation pour essayer d'un petit peu libérer, lâcher un peu la pression ou poser des mots sur ce qu'on ressent avant ou après. Voilà. Donc c'est une activité qui marche toujours très bien. Moi j'aime bien la faire assez régulièrement avec ma classe et je crois qu'ils apprécient aussi beaucoup. Donc, l'idée, c'est que l'apprenant se sente entendu, connecté au groupe. Et puis, pour nous, ça va être aussi l'occasion, en fait, c'est ce genre d'activité, de prendre un petit peu la température émotionnelle de notre classe. Et petit bonus, c'est une bonne occasion de travailler la communication orale de manière authentique. Et ça, c'est pas dommage. On poursuit, on poursuit, tout va bien. Ah oui, le nom des cartes, je les mettrai dans la cytographie. Je vous mettrai le lien du site sur lequel je les ai achetées. Je penserai de faire ça, sans problème. Donc, on poursuit avec le quatrième principe. C'est un principe important aussi. C'est celui de prendre en compte, de tenir compte des différents profils d'apprentissage. C'est peut-être des choses que vous avez déjà vues. Donc, c'est important on le sait tous, hein, on n'apprend pas de la même façon, mais c'est bien qu'on en ait conscience quand on est en classe avec nos apprenants. Et donc, il y a plusieurs grilles de lecture qui peuvent exister. Moi, j'en ai sélectionné quatre, vous allez voir, un petit peu différentes. Donc, la première, c'est le modèle VACOG, mais plutôt VAC, en tout cas, on va garder les trois premiers comme les plus pertinents. Donc, ça, c'est issu de la PNL, si ça vous intéresse. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ça date, hein, mais en tout cas, c'est de là que ça vient. Ça propose donc l'idée qu'on a trois canaux sensoriels qui dominent, en tout cas qu'on préfère, pour appréhender les informations. Donc, soit on est visuel, soit on est auditif, soit on est kinesthésique. Mais on est en fait les trois, mais il y en a un qu'on va préférer, on va dire. Mais je pense que tout ça, vous le savez déjà un petit peu. Mais c'est vrai que ça va nous aider à comprendre pourquoi un élève, par exemple, va accrocher davantage à une activité qui implique du visuel et pourquoi un autre, eh ben, lui, il va être plus attentif quand c'est des explications qui sont données à l'oral, ou pourquoi un autre encore va être particulièrement impliqué quand il s'agira de bouger, de faire une activité où il y a de la mise en mouvement ou de la manipulation euh, plus minutieuse, mais du découpage ou des collages, voilà, des choses comme ça qui vont vraiment l'impliquer. Donc ça, c'est un modèle. Il y en existe un autre dont on a un petit peu parlé déjà en introduction, c'est la fameuse théorie des intelligences multiples avec Howard Gardner. Donc ça, vous l'avez probablement déjà vu passer ou peut-être entendu parler lors de certains webinaires notamment. On y reviendra en fait sur tout ça lors du deuxième atelier que je vous proposerai. Donc là, c'est l'idée voilà, qu'il y a 8 intelligences multiples. En tout cas, après, il a un petit peu revu sa copie, Howard Gardner. C'est vrai que le mot intelligence n'était peut-être pas le plus approprié. On pourrait parler peut-être de talent ou d'atouts, de compétences voilà, qu'on développe. Attendez, je vois un petit coup. Sinon, je vais m'étrangler.
Et je pourrais pas continuer. Donc voilà, l'idée c'est de mobiliser en fait les points forts qu'on peut avoir dans l'apprentissage et de sortir un petit peu du tous pareil, tous au même rythme et tous de la même manière, parce que ça marche pas en fait cette manière-là. Donc, ça, c'est important. Ces deux modèles-là, ces deux grilles de lecture-là, elles sont plutôt de l'ordre cognitif, c'est-à-dire comment on apprend les choses. Mais il y a aussi des grilles qui existent, qui peuvent parler plutôt du côté psychologique ou en tout cas de la personnalité d'apprentissage qu'on peut avoir. Donc, notamment c'est celle des 7 personnalités d'apprentissage que moi j'aime beaucoup. Donc, on peut être par exemple le perfectionniste ou l'intellectuel ou le rebelle, le dynamique, l'aimable, l'émotionnel ou encore l'enthousiaste. Et donc, en fait, donc sur ces 7 personnalités d'apprentissage-là, il y a des descriptifs hein, qui expliquent un petit peu comment on se comporte, comment, ce qu'on a comme besoin ou comme frein quand on est tel type de personnalité. Et nous, quand on est prof et qu'on connaît tout ça, ça va nous permettre en fait d'adapter notre posture d'enseignant et de savoir mieux interagir avec nos étudiants. Et c'est pas du tout l'idée, alors même sur les précédentes grilles, hein, l'idée c'est pas d'étiqueter nos apprenants, mais plutôt voilà d'être conscient qu'ils sont différents et que pour pouvoir répondre à toute cette diversité, ben, il va falloir que nous on soit qu'on diversifie beaucoup nos approches, nos activités, nos supports et puis aussi notre manière d'interagir. Donc, c'est vraiment très, très riche à prendre en compte. Il y en a une dernière que là, j'ai découvert assez récemment. C'est celle de la boussole des 4 couleurs. Alors, peut-être que vous connaissez, vous, moi, je ne connaissais pas encore, mais je connais maintenant. Ça s'inspire du modèle DISC. Peut-être que vous connaissez ça. C'est un test de personnalité en management. Alors, le DISC, c'est D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Mais là, ça s'adresse plutôt à la classe. Alors, j'ajoute ce petit visuel-là qui va vous aider à mieux comprendre, en fait. Alors, c'est pas bioman avec force rouge, force jaune, tout ça. Hein, non, c'est l'idée qu'on va avoir plutôt une dominance rouge et donc on va être plutôt intéressé ou en tout cas notre élan va aller vers le côté efficacité si on est rouge. Donc, on va être leader, on va être fonceur et on va peut-être aimer le genre d'activité où on va devoir être, par exemple, minuté et faire les activités de manière un peu rapide pour gagner, pour le faire en moins de temps possible. En tout cas, on a besoin de challenge ou de compétition, par exemple. Si on est rouge, on est plutôt comme ça. Si on est jaune, ce qui va dominer chez nous, c'est plutôt le côté enthousiasme. On est communicant aussi, on adore les travaux de groupe, on adore faire des choses comme ça ensemble, les jeux. Si on est force verte, c'est qu'on est plutôt stable, mais on est aussi dans la coopération. Donc là, ça va être plutôt le fait de l'entraide, du tutorat, par exemple. Et puis, il y a les bleus. Alors, les bleus, c'est la rigueur, c'est le côté analytique. Et puis, c'est aussi le côté vraiment consciencieux. On aimera peut-être travailler de manière un petit peu plus individuelle dans un premier temps. On aimera aussi beaucoup aller corriger peut-être le travail des autres. Donc voilà. Donc si on connaît aussi ces aspects-là, eh ben, on peut se dire qu'on va faire composer des groupes de manière différente en fonction de ce qu'on veut réussir à faire à nos classes. Donc encore une fois, ce n'est pas des étiquettes, c'est des outils de lecture qui peuvent vraiment changer notre façon de gérer la classe et de créer du lien avec nos apprenants. Euh, voilà, l'idée, c'est de comprendre nos élèves et de valoriser la diversité plutôt que de la vivre comme une difficulté. Je conclurai ce principe-là en disant que adapter sa pédagogie au profil d'apprentissage, c'est pas tellement devoir en faire plus, mais c'est plutôt en faire autrement. Mais ça, on y reviendra effectivement si vous êtes avec moi en juin. C'est le 18 juin, cet atelier-là. Allez, on continue. Le cinquième, je crois que c'est le moment où je vous sollicite un petit peu. Ah oui, pardon. J'ai récapitulé tout ça sous forme de petites slides. Ah oui, je voulais juste ajouter un petit truc encore. C'est là, le dernier point, le 5e point en fait. C'est que je vous en ai proposé 4, mais que finalement, là, il peut y en avoir encore plein d'autres des grilles de lecture et que je vous invite à aller en découvrir d'autres parce que ce n'est pas les seuls. Allez, oui, donc le 5e principe, on y va. Et donc, on va écouter des petites phrases de prof pour deviner de quel principe il s'agit sur ce 5e. C'est donc dans le chat que vous pourrez proposer ce que vous en pensez, mais je vous fais écouter tout ça d'abord. Oh non, ça bug. Voilà, ça c'est le premier prof qui dit ça. Oui, avec un petit accent peut-être québécois. Désolée, Marjolaine, mais on n'entend pas. Oh T'avais bien, non!
Vous avez bien activé le son? Non, on n'a pas eu. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière ou je vous les lis? C'est moins drôle, mais peut-être je fais ça, je vous les lis. D'accord, ok. Mais c'est Parce vrai que sinon, mais on n'a pas après, refait le dernier Eh test oui, mais et oui, oui, ouais. oui, on a oublié. Bon, on va aller vite. La première personne dit, alors moi, ta proposition est très intéressante. Ce n'est pas la réponse correcte, mais c'est une bonne idée. La deuxième personne, elle dit, tu n'y arrives pas encore, mais tu es sur la bonne voie. La troisième, elle dit, mince, tu as bien progressé depuis la dernière fois. Je vois que tu as travaillé. Bravo à toi. Elle, je sais déjà ce qu'elle dit parce que c'est une citation de Jen Nelson. Elle dit, tu t'es trompé, c'est fantastique, qu'apprends-tu? Et puis la dernière, je sais aussi parce que c'était une voix un peu bizarre, et la personne dit, chaque pas compte, même les petits. Et donc, je me penche vers le chat pour voir, et vous avez pensé à la correction des erreurs, à l'encouragement encore, et ça me plaît bien, à l'éloge de l'erreur, c'est ça le principe. Alors voilà, un petit visuel qui vous aide peut-être à encore mieux deviner, mais c'est ça, c'est l'idée de valoriser l'erreur et de favoriser les feedbacks positifs. Désolé pour le petit bug au niveau des voix. Donc voilà, notre problème en classe, c'est que l'erreur, elle est encore trop souvent vécue comme une faute, comme une marque d'échec, comme une faiblesse. Et donc notre job à nous, ça va être d'essayer de changer cette manière de voir l'erreur. Il va falloir convaincre nos élèves que l'erreur, elle est inévitable, qu'elle est naturelle et surtout qu'elle est indispensable. Parce que si nos étudiants ne font pas d'erreur, mais nous, on est au chômage. Hein, donc, on est content qu'ils fassent des erreurs. Ou alors, s'ils ne font pas d'erreurs, c'est qu'ils ne sont pas dans la bonne classe. Il faut qu'ils passent au niveau au-dessus. Mais donc voilà, c'est vraiment, c'est pas le contraire du savoir, elle fait pleinement partie du savoir, l'erreur. Et surtout, ça va être pour nous un signal, un point d'appui ou une opportunité de compréhension et d'avancement. Donc voilà, il y a plein de figures de la pédagogie positive hein, qui disent qu'on apprend de ses erreurs. Et ça, c'est pas juste un proverbe, c'est vraiment une réalité neurocognitive. Et, euh, et donc, il y a un autre pédagogue qui a dit cette fameuse phrase, en tout cas que moi j'aime bien afficher dans mes classes, le meilleur maître, c'est l'échec. Est-ce que vous devinez qui a dit ça? C'est un pédagogue, mais vraiment un pédagogue qui est très, très, très vieux. Non, je vois personne. Vous donnez votre langue au chat. C'est Maître Yoda qui a dit ça. Et moi, je trouve qu'elle est bien à donner à nos élèves. Et puis, il y a aussi, alors je l'ai trouvé par la suite, donc je l'ai rajouté sur ma slide, il y a le chanteur Mathieu Chédid, qui se fait appeler M, qui a dit, il y a de l'or dans l'erreur. C'est pas mal, le petit jeu de mots est sympa aussi. Donc, c'est vrai que vraiment, il va falloir changer cette perception-là que peuvent avoir nos erreurs, que peuvent avoir nos apprenants, pardon, nos élèves. Mais pour que les élèves, ils acceptent leur erreur, il va falloir que nous, on crée un climat de sécurité, en tout cas qui se sentent en sécurité pour pouvoir se tromper. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'osent pas répondre par peur d'avoir faux. Et donc, il faut essayer d'instaurer une espèce de culture de l'essai, une culture de l'audace, où quand on se trompe, ben, ça doit pas nous coûter notre dignité, quoi, en quelque sorte. Et donc, il y a des petites idées toutes bêtes à mettre en place. Hein. On peut y imaginer qu'on met des affiches, alors déjà comme celle-là, avec des petites citations, mais ça peut être aussi une affiche avec ici, droit à l'erreur, hein, pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Ou alors des petites corrections collectives, mais sans pointer individuellement qui a fait quelle erreur. Ou alors dans nos phrases et dans nos appréciations, hein, c'est pas faux, c'est incomplet, ou là, dans les phrases qu'on a entendues, elles étaient toutes à garder. Hein. Tu n'es pas loin, mais on va chercher ensemble. Moi, j'aime bien dire aussi, ah, c'est une bonne idée. Mais c'est pas exactement ça que j'attendais, mais c'est intéressant, c'est une bonne idée. Donc, en tout cas, il faut valoriser la prise de parole et l'essai. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que le feedback, effectivement, il est important et qu'il va falloir le formuler de manière très appropriée, donc de manière bienveillante et utile et constructive. Et ça peut être aussi avec des compliments descriptifs et spécifiques. Hein. Par exemple, je vois que tu as cherché à utiliser du nouveau vocabulaire. C'est pas juste dire, voilà, bah, c'était bien. C'est bien, c'est un petit peu trop restrictif. Mais voilà, tu as utilisé du nouveau vocabulaire dans ton texte. J'ai vu que tu avais essayé d'utiliser ce qu'on avait appris. Mais c'est bien, c'est pas parfait. Des fois, tu t'es un petit peu trompé dans l'usage. Mais c'est bien, tu as fait des efforts, c'est vraiment positif. Ou alors, bah, tu as fait un effort pour t'exprimer à l'oral sans lire tes notes. Et ça, c'était courageux. Donc voilà, des petites phrases comme ça. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est ce qu'on appelle le feedback sandwich. Donc c'est de mettre un point fort,
un point à améliorer, pour pas dire un point faible, et un encouragement. Comme ça, il est au milieu, le petit truc qui va moins bien et qu'il faut encore améliorer. Et comme ça, c'est peut-être un peu plus digeste de l'entourer d'un point fort et d'un encouragement. Et puis, alors, il va falloir aussi essayer de valoriser un peu plus l'effort plutôt que le résultat, parce que c'est vraiment ça qui est important. Donc, valoriser les stratégies, les efforts que vont faire nos apprenants. Par exemple, je sais pas, moi, tu as réussi à corriger les erreurs tout seul, bravo, ou bien tu as retravaillé ton texte avec attention, on voit que tu progresses. Et puis, il y a une dernière chose que j'ai pas mise sur la slide, mais qui est importante aussi, c'est essayer de faire en sorte d'impliquer l'élève dans le processus, en fait, de lui demander, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que tu as fait? Est-ce que tu es fier ou de quoi tu es fier dans ton travail? Pour essayer de lui faire prendre conscience de ses réussites et d'enlever l'idée que enfin, de faire en sorte qu'il soit plus dépendant de notre validation à nous, profs. Parce que c'est pas forcément ça qui va l'aider à progresser, c'est aussi lui comment il se sent par rapport à ses résultats ou par rapport à son travail. Je vous propose une petite activité à ce sujet-là, mais je dois quand même vous dire que ce principe-là, vous le reprendrez en détail avec Magali Delcombel, ma collègue, à l'automne. Ça sera le dernier rendez-vous, mais elle y reviendra avec vous pendant 2 heures. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc la petite activité. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer parce que je m'embrouille un peu quand je l'explique, cette activité-là. Donc, l'idée, c'est que tout le monde fait une production écrite. Je ramasse les copies, je corrige à la maison. Je prends les meilleures erreurs que je trouve. Des fois même, je les bidouille un peu pour qu'elles soient vraiment très significatives. Et je les remets sur un document où je vais toutes les copier, sans, bien sûr, en les mettant de manière anonyme. Hein. Je ne vais pas dire, alors, c'est Charlie a fait cette erreur-là, etc. Non, je les mets sur un corpus comme ça. Et puis, ce document, je vais donc le redistribuer à la classe lors d'une séance de remédiation. Et puis, je vais en parallèle leur distribuer aussi cette grille-là que vous pouvez voir à l'écran, le bingo des erreurs. Donc, l'idée, ça va être soit en binôme, soit individuellement, qu'il trouve le plus rapidement possible, qu'il fasse une ligne ou une colonne ou une diagonale avec effectivement 4 erreurs qu'ils auront réussi à retrouver dans le corpus que je leur aurais distribué. Donc ça marche bien. En fait, c'est un bon moyen pour jouer avec les erreurs et les mettre au centre de l'activité, ou plutôt que de les craindre. Et puis, ça aiguise aussi leur œil grammatical ou lexical. Et puis surtout, ça permet de travailler comme ça de manière collective dans un état d'esprit assez positif. Donc on joue avec l'erreur et ça c'est bien, ça permet effectivement de dédramatiser. Donc, en conclusion, autour des erreurs, je dirais qu'on ne se moque pas des erreurs, mais ça paraît un petit peu évident. On essaye de les dépouiller de leur charge émotionnelle et puis on les explore ensemble, on les transforme en points de progression, on les retravaille. Moi, souvent, je leur dis, ah, mais merci d'avoir fait cette erreur parce qu'en fait, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont oublié qu'on ne disait pas beaucoup des, mais beaucoup de. Donc, merci de l'avoir faite parce que ça me permet d'en reparler avec vous. Donc, voilà. J'ai fini sur ce principe-là. On continue. Tout va toujours bien? Est-ce qu'on est bien au niveau timing? Ouh, je me dépêche. Le 6e principe, est-ce que vous arrivez à le deviner, même s'il n'y a que la moitié des mots? Oui, je suis sûre que oui. N'écrivez pas dans le chat, je suis sûre que vous réussissez à voir, parce qu'en fait, notre cerveau, il est magique, il arrive juste à voir avec la moitié des lettres. Donc, l'idée du 6e principe, c'est d'essayer de préserver la motivation et l'implication de nos élèves. Et pour ça, je vais vous parler rapidement des 4 C. Alors, c'est issu des travaux de Ryan et de Si sur l'autodétermination. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je reprends les 4 C. Alors, les 4 C, c'est d'abord le premier C, c'est le C du choix. Pour être motivé, notre étudiant, il a besoin de sentir qu'il a le choix, qu'il a un petit peu de liberté, un peu de marge de liberté, effectivement, dans la classe. Donc, il peut décider. Donc, ça peut être, par exemple, de proposer 5 exercices et de dire, bah voilà, vous en choisissez 2 parmi ces 5-là, et puis après, on fera la correction des 5, mais chacun aura travaillé au moins 2 exercices. Ça peut être aussi le choix, ça peut se traduire par, voilà, on va faire cette activité-là et cette activité-là, elles n'ont pas d'importance au niveau de l'ordre. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on commence par ça ou qu'on commence par ça? Et là, on fait un petit vote à main levée. Et ils ont l'impression que l'on leur laisse un petit peu choisir les choses. Donc, c'est des petites choses tout bêtes, mais dans la manière d'être impliqué dans la classe, ça va avoir beaucoup d'impact. Le deuxième C, c'est la connexion. Ils vont avoir besoin d'être connectés. Alors, connectés au groupe, on l'a déjà vu avec le besoin d'appartenance, mais connectés aussi à nous, le prof, mais au contenu. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on choisisse quand même des choses qui les intéressent, auxquelles ils se sentent reliés. Troisième C,
c'est le besoin de compétences. Donc là, ils ont besoin, nos élèves, de sentir qu'ils sont capables de progresser, que c'est, en fait, ça va être à nous de choisir, de bien choisir le niveau de difficulté. Il ne faut pas que ça soit trop facile ni trop difficile. Donc voilà, c'est ça le besoin de compétences, savoir qu'ils peuvent réussir à leur niveau. Et le dernier, c'est le besoin de compréhension. Nos élèves, ils ont besoin de savoir pourquoi ils apprennent, pourquoi ils font tel exercice, pourquoi on fait ça, à quoi ça va les mener. Donc ça peut être tout simplement en fait en annonçant en début de semaine ou en début de cours un petit peu les objectifs. Voilà, on va travailler ça, puis après on fera ça, et puis ça nous permettra en fin de session de pouvoir créer un petit dialogue autour de ça. Donc voilà, donc ça c'est tout bête, ces 4 C, mais vraiment ça va avoir de l'impact sur la motivation de nos élèves. Je poursuis avec une autre chose très importante. Il va falloir essayer de changer la manière dont nos élèves perçoivent l'intelligence. Parce qu'en fait, Carol Dweck, je vous en ai parlé tout à l'heure ou pas, non, je ne vous en ai encore pas parlé. Carol Dweck, elle a fait des travaux sur la théorie des mindsets, la théorie des états d'esprit. Donc il y a des gens qui pensent, ils sont là, ces gens-là, ils pensent qu'ils ont un état d'esprit fixe. Et ils pensent que l'intelligence, elle est innée comme ça, et puis qu'après, on ne peut rien y faire. Soit on est bête, soit on est intelligent, mais que c'est figé à tout jamais. Donc ces gens-là, eh ben, ils vont jamais oser prendre des risques, ils vont redouter les défis et ils vont redouter l'échec. Et quand ils vont faire des erreurs, ils vont prendre ça comme des preuves de faiblesse. Et ils vont se dire, bah voilà, moi c'est foutu, je suis nul en langue, ça sera pour toujours comme ça. Et il y en a d'autres qui, eux, ont la chance d'avoir une perception de l'intelligence qui est plutôt de développement. Et eux, ils vont penser que bah, les compétences peuvent évoluer pardon, avec l'effort et avec les stratégies et le temps. Et eux, ils ont raison. Parce qu'en fait, l'intelligence, et on le sait grâce à tous les travaux sur la neuroplasticité, hein, on peut progresser toute notre vie. On peut commencer à 80 ans à faire du piano et ça marchera. On sera capable d'apprendre un petit peu à jouer du piano. Donc vraiment, nos neurones ne disparaissent pas plus on vieillit. Moyen de neurones, ça, c'est une erreur. Donc nous, il faut vraiment réussir à persuader nos élèves de ça parce que comme ça, ils vont se motiver, ils vont se dire, voilà, si je travaille, je peux en fait, tout le monde est capable. Et ça rejoint un petit peu aussi notre regard. Donc je dirais, pour résumer sur ce point-là, que l'état d'esprit fixe, celui-là, il va se dire, je ne peux pas. Et celui-là, il va se dire, je ne peux pas encore. Et ça change tout le encore. Hein. Se dire que voilà, que c'est pas fichu, c'est pas figé. Ça va, j'ai accéléré d'un seul coup parce que j'ai eu peur de voir l'heure. Euh, je vous parle de quoi? Je vous parle aussi de se motiver soi-même. Ça, c'est hyper important. Si on veut motiver nos élèves, forcément, il faut que nous on soit motivés. Donc, il faut penser à rester connecté avec ce qui nous fait vibrer, essayer de retrouver du plaisir dans nos rituels, de faire des choses voilà, qui nous font plaisir, de suivre des formations. Vous pouvez venir au Cavilam suivre des formations, par exemple. Ça enrichit nos pratiques pédagogiques et ça fait du bien. Vous pouvez suivre des webinaires comme vous le faites. Et donc, ça, c'est une preuve du fait que vous essayez de vous motiver et de vous remotiver. Donc ça, c'est chouette. Mais vraiment, faut quand même y penser parce que si vous venez entraînant les pieds dans la classe, forcément, votre classe, elle ne va pas vous suivre. Et dernière chose, c'est de réenchanter un petit peu le quotidien de la classe. Alors, avec plein de petits conseils, ça peut être tout simplement en variant les supports. Ça peut être aussi en essayant de dynamiser grâce à des activités un petit peu atypiques ou bien de créer la surprise parfois avec quelque chose de différent, apporter du rythme, de la couleur dans ses pratiques. Ça peut être aussi grâce au jeu, le jeu, mais on pourrait passer 2 heures de webinaire autour du jeu, c'est magique le jeu. Ça peut être aussi de captiver grâce à l'originalité ou à l'humour parfois avec des supports comme ça humoristiques. Ça peut être aussi en stimulant la créativité de nos apprenants et puis peut-être en attisant la curiosité. Voilà des petits conseils. Allez, on passe au dernier principe. Celui-là, vous essayez de le deviner. Je vous donne les lettres du principe. Est-ce que vous arrivez à retrouver le mot-clé qui correspond? C'est difficile ce que je vous demande. Alors, je vous mets un petit visuel qui va vous aider. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Non, il n'y a plus personne dans le chat. Ouais, gagné, c'est l'autonomie. Bravo. Effectivement, le 7e principe, c'est l'idée qu'il va falloir développer l'autonomie de nos apprenants. Alors, pour développer l'autonomie, je crois que j'ai... Ouais. C'est effectivement essayer de les rendre responsables et acteurs de leur apprentissage. On parle aussi nous, on est sur la pédagogie positive, mais il y a aussi cette idée de pédagogie active hein, dans laquelle on remet vraiment au centre de l'apprentissage l'apprenant. Il faut qu'il participe, qu'il expérimente, qu'il cherche, qu'il construise son propre apprentissage. C'est important.
Ça peut être aussi en encourageant la métacognition. Je ne sais pas si ce mot-là vous parle. La métacognition, pour faire simple, c'est d'avoir une pensée sur comment on pense. C'est comme si en fait l'apprenant il met un petit miroir à côté de son cerveau pour voir comment il fonctionne son cerveau. Et ça en fait d'en prendre conscience, et ça rejoint tout ce qu'on a dit sur les profils d'apprentissage. Si notre apprenant il sait que lui il est plutôt visuel, eh ben, il va effectivement essayer de se faire des petits schémas, de faire des choses qui vont l'impacter visuellement pour mieux retenir sa leçon. Mais ça, de lui donner ces outils-là, bah, ça va l'aider à être plus autonome et surtout quand il va travailler à la maison. Ça peut être, donc voilà, donc réfléchir à ses propres processus cognitifs. Ça peut être aussi d'apprendre à apprendre, et ça, c'est ce que vous verrez avec ma collègue Laurence Rogy, justement sur tout ce qu'apportent les neurosciences cognitives. Hein. J'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais vraiment, il y a plein de choses, plein de méthodes qui vont les aider à pouvoir vraiment mieux mémoriser, être plus attentif, apprendre plus efficacement. Donc tout ça, il faut leur donner des clés aussi, hein, leur apprendre à apprendre. Ça peut être aussi les rendre autonomes grâce à l'apprentissage informel. Donc là, c'est par exemple leur proposer d'aller regarder des séries francophones sur Netflix, d'aller regarder des reportages sur TV5, d'aller créer un petit groupe WhatsApp avec la classe. Ça, c'est génial. On peut échanger comme ça en demandant les devoirs ou en disant, bah voilà, j'arrive pas à faire cet exercice ou juste en disant, je vais être en retard. Moi, j'adore parce que souvent, mes étudiants m'envoient un petit message sur WhatsApp sur le groupe de la classe pour me dire, voilà, je suis en retard. Et moi, je leur dis, eh, on est au labo en plus. Alors, n'oublie pas de nous rejoindre, pas dans la salle habituelle. Un compte sur les réseaux sociaux, là, sur l'Instagram, c'est pour dire qu'ils peuvent aussi suivre des célébrités, des gens qu'ils apprécient, des célébrités françaises sur les réseaux sociaux, ça peut être chouette. Voilà, enfin, plein de choses qui peuvent faire de leur côté sans être en classe, mais qui continuent leur apprentissage. Et puis, ça peut être aussi de s'inspirer de la classe autonome. J'ai découvert ça récemment, enfin, je ne vous en parle pas plus, mais en tout cas, voilà, proposer peut-être des petits ateliers, pas sur 100% du temps de classe, mais sur 50 ou 25%, où ils vont aller chercher des petites choses à faire, comme ça, des choses autocorrectives, et qui vont pouvoir choisir ou pouvoir refaire à nouveau, ou enfin voilà, les rendre autonomes aussi au sein de la classe. En conclusion de ce septième principe, je dirais que l'autonomie, c'est pas de laisser l'apprenant seul, hein, c'est l'accompagner et créer des conditions pour qu'il apprenne à apprendre par lui-même. Allez, on va conclure pour avoir le temps de faire notre petit jeu ensemble. Donc, les sept principes, on les récapitule ensemble. Là, c'est le moment de prendre des notes, au moins pour vous rappeler quel est le principe numéro 1, 2, 3, etc. Donc, le premier principe, c'était de répondre aux besoins de reconnaissance et d'appartenance, si vous vous souvenez bien. Le deuxième, c'était l'idée de nourrir l'estime de soi et la confiance. Le troisième, c'était de prendre en compte les émotions. Le quatrième principe, c'était à propos des profils d'apprentissage. Le cinquième, c'était sur l'erreur et les rétroactions positives. Le sixième, c'était par rapport à la motivation. Et le dernier, on vient de le voir, c'était à propos de l'autonomie. Donc, si vous avez ça bien en tête, moi, je vais vous proposer des citations et il va falloir me dire à quel principe ça peut correspondre. Et donc, attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais l'idée, c'est vraiment de créer un petit lien entre ce qu'on a pu voir et ces citations. On y va, on joue? Allez, on joue. La première citation, c'est Rudolf Dreckers qui l'a dite. C'est l'encouragement est à la personne ce que l'eau est à la plante. J'adore cette métaphore, elle est très belle. Alors, à votre avis, ouais, une capture d'écran, c'est bon. Vous avez pu tous prendre. Principe numéro 2, on me dit pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais c'est pas celle que j'attendais. Ouais, moi, je verrais plutôt le 5. Alors, il y en a un qui a dit le 5, mais les autres, enfin, une, Florence, qui a dit le 5, mais les autres ont proposé d'autres choses. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est vrai que ça peut être aussi l'estime de soi. Mais ça parle aussi de l'encouragement, donc dans la rétroaction, dans l'encouragement qu'on peut donner verbalement. Mais ça marche, vos propositions, elles sont bonnes, parce que si on encourage la personne, bah, on nourrit son estime de soi. Donc ça marche tout à fait. Deuxième citation, on va écouter cette fois Jean Piaget qui nous dit que apprendre, c'est devenir capable de se passer de l'enseignant. Là, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Et vous allez tous me dire 7, parce qu'en plus, on vient de le voir, de ce dernier principe. Effectivement, c'est le fait de développer l'autonomie, de faire émerger cette capacité à apprendre aussi tout seul. Et oui, on aimerait bien être indispensable hein, à nos étudiants, mais il faut quand même savoir aussi, c'est le job aussi du prof de savoir le laisser apprendre par lui-même. Allez, la suivante, c'est Albert Einstein. Il a dit, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Alors, à votre avis, de quel principe il s'agit? Le 4, vous êtes unanime. Oh, il y a des petites variantes. Alors, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en tout cas, moi, c'est aussi au quatrième principe que j'ai pensé.
sur les profils d'apprentissage, effectivement, et le fait qu'on a tous nos propres talents et notre propre manière d'apprendre, et donc aussi une propre manière d'être évalué. Allez, on continue. Vous jouez bien, c'est bien. Carl Rogers, il nous a dit que le besoin fondamental de l'être humain, c'était de se sentir accueilli tel qu'on est. Vous me dites quel principe? Oui, là, c'est effectivement par rapport à l'estime de soi et, euh, et à la confiance. Mais c'est bien. Je vous rejoins sur celui-là. Le suivant, la citation suivante, c'est une prof américaine qui nous a dit ça. Parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour un élève, c'est de croire en lui. Je trouvais que c'était chouette. Ouais, vous me dites le 2 et je suis d'accord aussi. Donc là, le deuxième principe, c'est effectivement la confiance en soi. Pardon, en fait, tout à l'heure, je me suis trompée quand j'ai dit le un, c'était pas l'estime de soi, c'était effectivement l'accueil inconditionnel, donc à savoir le besoin de reconnaissance. Donc là, c'est l'estime de soi, effectivement, et la confiance, surtout qu'on peut inculquer comme ça à nos apprenants, même si eux en doutent, nous, si on pense qu'ils sont capables, ils vont y croire aussi. Allez, la citation suivante, je l'adore, c'est ma préférée, c'est Nelson Mandela qui a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et là, vous me dites quel principe? Il y a un petit piège. Ouais, il y a un petit piège parce qu'on a déjà dit le cinquième principe, mais il y a une deuxième partie pour le cinquième principe. Et là, c'est effectivement essayer de valoriser l'erreur comme étape de progression. Vous pouvez l'afficher, ça aussi, par exemple, dans vos classes pour montrer à vos élèves que vous aimez bien qu'ils se trompent parce qu'en fait, on perd jamais. Allez, la suivante, elle est ici. C'est l'enseignement, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Bon, là, c'était pour la blague. C'est pas Johnny qui a dit ça, c'est Aristophane. Et puis après, il y a Montaigne aussi qui l'a dit. Et puis finalement, il y a Maria Montessori. Donc, vous me dites quel principe, et pardon d'avoir chanté. Le sixième, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment l'idée qu'on va essayer d'aller susciter le désir d'apprendre, cette fameuse motivation intrinsèque. On ne veut pas absolument les motiver en leur donnant des récompenses ou des punitions, mais vraiment, il faut que ça vienne d'eux, faut que ça sorte d'ici, quoi. Allez, dernière citation. Je terminerai là-dessus avec un petit peu d'amour. Et je vais vous proposer une citation qui va peut-être déplaire à Elon Musk, qui lui a pensé que l'empathie était la faiblesse fondamentale de notre civilisation. Mais Catherine Guéguen, elle n'est pas d'accord avec Elon Musk. Elle dit que l'amour, la bienveillance et l'empathie, justement, ne sont pas de la sensiblerie, mais ce sont des forces qui favorisent l'apprentissage. Alors, quel principe bien joué. C'est le troisième principe, effectivement. Vous avez été super fort et ça m'a fait très plaisir de voir vos participations parce que moi, je me sens toute seule là dans ma salle 105. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère qu'on est bon dans le timing. Non, on a dépassé. Peut-être que vous avez quand même des questions. Je ne sais pas, Séverine, si on a le temps d'en prendre. Peut-être pas, mais je suis désolée. Mais on a Non, non, commencé, il était merci. 17h02. Donc, je suis Voilà, pas assez en retard. c'est timing parfait. Bah écoute, tu as tenu tout le monde en haleine. Je sais pas si tu as vu, il y a quelques petits commentaires qui sont passés. Donc j'ai remis notamment le programme complet, incluant les ateliers virtuels que tu vas animer et ceux de tes collègues du Cavilam. Oui. On remettra le lien de toute façon dans la newsletter qu'on enverra de remerciements quand vous allez recevoir donc votre certificat, la présentation en PDF et le replay de la rencontre qui a été enregistrée. Mhm. Il y avait juste, voilà, je pense que dans la cytographie, n'est-ce pas, tu vas faire référence au la personne qui a élaboré les 7 personnalités d'apprentissage. Ou est-ce que Oui, tu peux j'ai nous mis leur donner? D'accord, c'est mis hein, je dans l'ai la. mise, oui. Et puis, effectivement, j'y reviendrai plus en détail, mais c'est très simple. Il suffit d'aller sur Google et de taper les 7 personnalités d'apprentissage et on retrouve un détail On trouve pour tout ça. facilement. Ouais, c'est très simple à trouver. Mais Et je la mets. d'accord. Et sinon, on avait juste aussi une question sur de Maryse. Au moment où tu as parlé des émotions, elle a fait ce commentaire sur le Oui. chat. Vous n'avez pas de souci avec les ados qui ne parlent pas de leurs émotions très facilement? Alors voilà, l'idée, ça va être peut-être d'aller progressivement. Donc peut-être qu'avant de faire ce genre d'activité, là, celle que j'ai proposée, je vais peut-être faire autrement. Je vais distribuer des cartes, alors plutôt des cartes positives, et je vais leur dire, voilà, essayez de vous souvenir la dernière fois où vous avez rencontré cette émotion ou vécu cette émotion, et puis on va se les raconter comme des petites anecdotes, des petits souvenirs. Donc là, ça implique Mhm. pas l'émotion du moment, et du coup, c'est peut-être un petit peu moins impactant, mais c'est un premier pas, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de nos émotions quand on se demande
entre collègues, ça va? Oui, oui, ça va. Mais si on nous disait, bah non, ça va pas, tu sais, je me sens vraiment triste et tout ça, on serait bien embarrassé parce qu'on n'a pas cette aisance-là avec les émotions. Donc effectivement, ça se travaille progressivement, on va dire. Donc ça peut être une manière de se familiariser avec les émotions en racontant à un moment donné, quand on... D'ailleurs, l'apprenant peut imaginer aussi, hein, mais en tout cas, voilà, c'est une petite activité qu'on peut faire comme ça progressivement. Et puis, mais parfois, il faut aussi faire confiance et tenter l'expérience parce que des fois, on a, nous, les profs, des appréhensions et se dire, oh là là, ils vont pas oser ou ils vont être mal à l'aise. Et du coup, c'est ce qui freine. Et puis finalement, on est surpris de voir que moi, je le fais avec des publics, alors c'est des grands ados, mais de nationalités différentes et ça fonctionne, hein, malgré la Mhm. différence culturelle. Oui, Donc, c'est je ça crois aussi. aussi que parfois, de nous avoir Euh, confiance, euh, voilà. Parfait. Bah écoute, Marjolaine, je vais te faire un petit feedback sandwich. D'accord? J'ai adoré le concept. Donc, D'accord. je fais porte-parole de tous les professeurs qui ont participé. Alors, tu ne voulais pas savoir combien il y avait d'inscrits et combien de personnes allaient participer. Non. Mais sache qu'on a frôlé les 250 personnes connectées en Waouh, direct. Donc, c'était chouette. très, très chouette. C'est bien que Et je le tous, savais. voilà, tous sont très, je crois, très contents d'avoir participé à ce webinaire. Ils t'envoient plein de remerciements. Le petit bémol, Merci j'ai beaucoup. allumé le feu en tête pour toute la soirée. Voilà. Pardon, mais je ne pouvais pas ne pas le faire quand même. Voilà. Et autre feedback positif, voilà, je suppose que vous allez être nombreux à avoir envie de suivre les ateliers virtuels FLO qui viendront compléter cette rencontre virtuelle d'ouverture du parcours. Donc voilà, hein, je vous remettrai dans la newsletter le lien. Je vous ai mis aussi le lien. On a une section dédiée sur notre site internet à la description du parcours pédagogique, pédagogie positive. Et voilà, bah écoute, merci beaucoup d'avoir relevé ce défi parce que comme tu l'as signalé, c'est pas forcément un exercice que Non, tu j'aime pas as beaucoup être toute seule. Voilà, voilà, mais tu vois, le webinaire, finalement, c'est. Oui, ouais, après, c'est toujours bien après. Mais pendant et avant, surtout le avant, c'est difficile. Mais bon, plus je le ferai et plus ça ira. Il faut sortir de sa voilà, zone de confort. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour tous les feedbacks dans le chat. Ça m'a aidé aussi à me sentir bien en confiance et de me sentir pas si seule. Et pour ceux voilà. qui pourraient pas participer aux ateliers, vraiment, si vous allez gratter un petit peu dans les lectures, dans les cytographies, il y a plein de choses que vous pouvez aussi faire par vous-même, hein, parce que peut-être que tout le monde Mm, n'aura pas cette chance-là de pouvoir venir aux ateliers. Donc, mm, sachez que déjà, avec cette base-là, vous pouvez faire de grandes choses. Et puis, je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous faites déjà, mais déjà d'en prendre conscience, c'est vrai que ça redonne de l'élan. On se dit, ah oui, ben ça, je le fais, mais c'est pas anodin et c'est bien que je le fasse encore plus. mm. Et la semaine prochaine, on aura donc Sébastien Devresse, qui est délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues, qui pourra aussi mettre en parallèle Mhm. ces 7 concepts de pédagogie positive et de voir comment nous et nos auteurs ont notamment appliqué ces concepts dans notre offre éditoriale, dans nos manuels ou à travers des activités et des fiches Ouais, d'exploitation pédagogique qu'on propose sur notre espace virtuel. Donc c'est voilà, vrai. ça permettra aussi hein, de faire un petit peu mettre en écho ces 7 concepts par rapport à notre offre éditoriale. Mm. Donc voilà, ben écoute, le moment est venu de se dire au revoir, à une Ouais. prochaine fois. Donc Au prochain revoir tout le monde. rendez-vous, voilà, le 30 avril et après le 21 mai avec le premier atelier virtuel FLO de Marjolaine. Et comme je vous le précisais, on ouvrira les inscriptions de cet atelier virtuel FLO dès le 2 mai. Donc soyez attentifs à nos newsletters et à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Comme on l'a vu, hein, des personnes de connectées de tous les coins du monde. Donc Ouais, c'est génial. Mm. je l'ai dit aussi, ça me fait toujours, c'est toujours surprenant et c'est toujours intéressant de voir que vous consacrez du temps, Mm. quel que soit votre emploi du temps aussi de travail et le moment de la journée pour vous à vous former, à apprendre des choses nouvelles. Donc c'est vraiment très 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 sympa et puis très très noble de votre part. Donc voilà, merci beaucoup Marjolaine et Merci. puis à très bientôt à toutes et à tous. Au revoir.